Pour présenter notre prochain orateur, Laurent Balziguer, que je connais bien puisqu'on a travaillé ensemble et puis on nage chaque semaine ensemble un moment. Laurent est ingénieur de EPFL de formation en environnement, ou en génie rural peut-être à l'époque. Il a travaillé donc dans un bureau d'ingénieur avec moi. On a fait des expériences formidables à l'étranger, en Amérique latine notamment. Il a ensuite travaillé à la ville de Puy, donc il connaît bien aussi la question les problématiques communales. Puis il a pris la responsabilité de directeur de l'énergie du canton de Vaud. Donc là, il était plus au niveau stratégique et légal. Et puis, il était aussi remplaçant du directeur général de la direction générale de l'environnement. Il a, dans ce cadre-là, représenté l'État de Vaud dans différents conseils d'administration, dont celui de la Romande Énergie. Donc, il connaît bien cet aspect de la production et de la distribution d'énergie. Et puis, depuis 2018, il est le directeur de la Société électrique des forces de l'Aubonne, où également il travaille à produire, distribuer de l'énergie et du transport d'ailleurs. Plus récemment, Laurent Balziguer a été élu comme député au Grand Conseil vaudois à côté de ses activités au Conseil communal des Palinges. Alors voilà, Laurent, on a quelqu'un qui connaît très très bien le domaine et qui a une expérience pratique et politique du thème, et je me réjouis de t'entendre, Laurent. Je te passe la parole. Merci, merci Félix, merci à la RPA pour l'invitation. Bonjour à toutes et tous. Bonjour Laurent, juste excusez-moi de vous interrompre. Là, vous avez activé le plein écran, c'est juste chez vous, c'est en plein écran? Nous, on ne voit pas le plein écran. Oui, en fait, c'est un bug de Zoom, hein. Ça s'est produit aussi tout à l'heure avec Nicolas. Je ne sais pas si par tout hasard, ouais, là, en fait, ça fait le même problème, c'est-à-dire qu'on voit, Non, on voit l'autre. on voit la diapositive suivante. Je ne sais pas si par tout hasard, vous l'avez en PDF aussi. Je sais que là, il y a moins de problèmes à ce niveau-là. Ah, là, on ne vous entend plus si jamais. Laurent, tu as coupé ton micro, ou ton micro a été coupé. On ne t'entend pas. Voilà, alors je vais mettre le Voilà, c'est PDF. bon. Visiblement, il y a quelques soucis effectivement avec le partage d'écran du PDF, du PowerPoint. Là, ça vient, c'est mieux. Voilà, juste mettre sous affichage en haut et puis sélectionner plein écran. Et là, normalement, ça fonctionne bien. Mode plein écran. Voilà. Parfait. Merci Parfait. beaucoup. Bonne Merci à présentation. vous. Encore une fois, plaisir de partager ce moment avec vous. Donc, j'ai préparé un exposé en 3 temps finalement. Qu'est-ce que c'est que cette pénurie d'énergie? Il y a le plan Austral, qui est le plan de la Confédération pour, je dirais, y faire face. Quelles sont les mesures australes prises par un distributeur tel que la CFA, qui sont relativement similaires à celles d'autres distributeurs d'énergie? Et puis, quelle est la vision et stratégie à plus long terme de la CFA? Parce que cette crise, comme ça a été évoqué tout à l'heure par Nicolas Weber, ce n'est pas juste maintenant, ce n'est pas une petite crise de quelques mois, mais on est parti pour une transformation ou une révolution majeure de notre système énergétique. Et je pense qu'il faut bannir de notre vocabulaire le mot transition. Transition, c'est quelque chose de tout doux, tout gentil, sur une très longue durée. Et je crois qu'on est plutôt de l'ordre, mais j'y reviendrai en conclusion, d'une révolution comme la révolution industrielle que d'une transition de quelques pourcents par année. Alors, la pénurie d'électricité, déjà, quel est son risque ou son danger et ses conséquences? Vous avez sous les yeux l'évaluation des risques établie par la Confédération. Vous reconnaissez ici le risque de la pandémie. On n'y croyait pas beaucoup il y a une dizaine d'années, je peux vous dire, parce qu'en 2014, j'étais effectivement, comme le rappelait Félix, directeur de l'énergie du canton de Vaud, et avec l'état-major de crise, donc Denis Froidevaux et quelques autres personnes, on avait imaginé un exercice pour faire face justement à ces plus grands risques, c'est-à-dire une pandémie couplée d'une pénurie d'électricité.
Alors, on nous prenait pour des fous et des personnes assez utopiques de croire que ça pouvait se réaliser. Et malheureusement, on voit que c'est devenu réalité. Mais malheureusement aussi, les mesures qu'on avait proposées aux différentes instances pour mieux se préparer avaient été classées dans les tiroirs à l'époque. Et vous voyez que le risque le plus élevé en termes de fréquence et de dommages, donc là, on est à plusieurs centaines de milliards pour notre pays, c'est la pénurie d'énergie, d'électricité en particulier. Loin devant les séismes, les crues et tous les autres événements industriels ou naturels. Donc, on a raison de s'en préoccuper, de s'y préparer. Certains disent, si vous avez aimé la pandémie, vous allez adorer la pénurie. Alors, qu'est-ce qu'une pénurie? Parce que là aussi, des fois, on entend tout et son contraire. Ça n'est pas une brève coupure d'électricité. Ça, on peut les expérimenter les uns et les autres en cas de problème sur une des lignes d'alimentation de notre quartier ou de notre village. Donc ça, c'est une petite coupure liée à un problème technique, comme on peut l'expérimenter aussi dans un bâtiment parce qu'on a un problème d'alimentation d'appareils. Ça n'est pas non plus une panne générale, c'est-à-dire un blackout où on a un accident majeur. Généralement, c'est plusieurs accidents majeurs qui se passent en parallèle et qui font que cette panne qui est liée à un village ou à un quartier, tout d'un coup, s'étend à un pays ou une région entière, voire à un continent, comme par exemple la région de Toronto l'a vécu, ou l'Italie, le nord d'Italie l'a vécu il y a quelques années. Non, la pénurie d'électricité, en fait, c'est un problème de différence entre la production et la consommation. C'est-à-dire que la consommation est plus élevée que la production. Et vous le savez, c'est le défi d'un réseau électrique. On doit maintenir un équilibre en permanence entre la consommation et la production. Donc, si déséquilibre il y a, si la consommation est plus élevée que la production, si on ne corrige pas, là, on risque effectivement d'aller vers un blackout parce que le réseau ne va plus pouvoir maintenir la tension nécessaire et les appareils vont déclencher. Donc, pour maintenir ce réseau en équilibre, on doit baisser la consommation et on doit toujours ajuster la consommation et la production. La problématique de l'électricité en Suisse a été déjà bien évoquée par Nicolas. Ce graphique qui est issu de la direction de l'énergie du canton de Vaud montre notre réalité d'aujourd'hui. Donc, vous avez les mois de l'année. Donc, ici, la production. Donc, on voit qu'on produit plus en été et moins en hiver, alors que la consommation, qui est cette courbe-là, c'est exactement l'inverse. On consomme plus en hiver et moins en été. Donc, globalement, au niveau suisse, la consommation de 60 TWh est équilibrée au niveau annuel, mais déséquilibrée au niveau, je dirais, de l'été et de l'hiver. Donc, on exporte de l'énergie en été et on en importe en hiver. Et on voit là ce qui est bleu, c'est tout ce qui est des centrales hydroélectriques. On produit beaucoup plus en été parce qu'il y a plus de précipitations, parce qu'il y a la fonte des neiges, des glaces, alors qu'évidemment en hiver, il y a déjà un peu moins de précipitations et puis l'eau est stockée sous forme de neige et de glace. Et puis plus de solaire, bien sûr, aussi en été. Et puis alors, cet écart a tendance à s'accentuer avec la multiplication, comme ça a été montré tout à l'heure, des pompes à chaleur, aussi l'usage de l'électromobilité. Et puis aussi, on a tendance à produire de plus en plus en été avec l'augmentation des panneaux solaires. Donc, cet écart, si vous voulez, on voit, c'est un peu cette courbe verte, on va vers finalement toujours plus de production, mais essentiellement en été, et toujours plus de consommation, mais essentiellement en hiver. D'où l'importance notamment de remplacer les chauffages électriques par des chauffages beaucoup plus performants comme des pompes à chaleur ou d'autres solutions pour vraiment cet enjeu hivernal. Donc, en résumé, nous n'aurons pas trop de soucis en été, même pas du tout. On aura plutôt le souci de produire trop d'énergie
donc il n'aura plus beaucoup de prix, de valeur. Par contre, on aura des soucis ces prochaines années en hiver avec des besoins en énergie et d'importation d'énergie. Donc, d'où la nécessité d'encourager vraiment cette production hivernale. Alors maintenant, cernons un petit peu mieux ce problème hivernal. Donc, si on se focalise sur la période de novembre à mars, c'est à peu près 25 TWh qui sont consommés, avec des besoins d'importation qui varient évidemment d'un hiver à l'autre. On voit très bien qu'avec les températures, si on a un hiver doux ou froid, ça change énormément, vu que c'est essentiellement une énergie pour le chauffage en hiver. Vous voyez que les besoins en importation peuvent être de 3 à 10 TWh. Alors, la Suisse a pris certaines mesures, vous les avez certainement entendues dans la presse, une réserve hydroélectrique de 0,5 TWh dans nos barrages. Donc, c'est bien, mais vous voyez qu'on regarde les besoins, ce n'est pas ça qui nous met à l'abri. La centrale à gaz prévue à Bir, ça vous en avez aussi entendu parler, de 300 MW, c'est bien, hein, c'est des turbines, c'est des réacteurs d'avion qui peuvent fonctionner au gaz ou à d'autres énergies fossiles. 0,7 TWh, c'est bien aussi. Les mesures d'économie, la Confédération espérait même 10%. Officiellement, dans les mesures australes, c'est 5% qui est visé, 1,3 TWh. On n'est pas aux 10%. Hein. A priori, les dernières statistiques montrent qu'on est plutôt autour des 6%, effectivement. Et bien aidé par la température, les économies réelles liées à plus de sobriété évoquées par M. Weber tout à l'heure, on voit qu'on est assez loin. On est surtout lié à des économies par rapport à la température plus clémente. Donc voilà, vous voyez que le déficit, on peut avoir un gain de 2,5 TWh, mais il reste un déficit de 0,5 à 7,5. Alors, voilà, on compte beaucoup sur le nucléaire. Hein. Alors, je n'ai pas remis ces slides, mais effectivement, on importe en Suisse du nucléaire français essentiellement. Alors, la situation s'est bien améliorée. Aujourd'hui, on a 11 centrales nucléaires arrêtées seulement, contre une trentaine à la fin de l'année passée. Grâce à ça, on passe pas trop mal. La situation des barrages aussi est meilleure qu'imaginée. Donc ça, vous pouvez voir dans les rapports de la Confédération, il y a des sites qui le montrent bien. Donc la situation pour le moment, pour cette année, est plutôt estimée positive. On estime qu'à peu près, on a 90% de chances de passer à côté d'une pénurie. Il reste quand même 10% de chance, ce qui est énorme vu les risques que je vous ai présentés. Alors maintenant, comment est-ce qu'on gère une telle pénurie? Quel est le plan de la Confédération pour gérer cette pénurie? Alors, le plan de la Confédération, c'est d'abord faire un appel à économiser l'électricité. Alors, on n'est même pas, nous, dans cette étape-là. Il y a eu toute une campagne, il y a toujours toute une campagne de la Confédération, notamment relayée par des entreprises qui ont rejoint ce mouvement, dans la plupart des distributeurs. Mais on est toujours dans la phase 0 d'observation et d'encouragement. Mais si ça devait se gâter encore un peu plus, il y aurait un appel formel du Conseil fédéral, sans doute de M. Parmelin en charge de ce domaine, à économiser l'énergie avec cet espoir de 5%. Alors, on voit qu'on y est déjà par cette phase 0 qui précède un peu cet appel formel. Ensuite, il y aura une deuxième phase, si ça ne suffit pas, qui serait, hein, je vous rappelle, il faut maintenir vraiment cet équilibre entre production et consommation. Donc, si soit la consommation augmente trop fortement parce qu'il fait trop froid, soit on a moins de production parce que les centrales nucléaires françaises s'arrêtent à nouveau, qu'il fait froid et que les autres pays européens utilisent leur charbon et gaz pour eux-mêmes, on devra réduire encore. Alors là, ce serait les interdictions. Il y a toute une liste d'interdictions, les jacuzzis et autres. Il y a toute une série de degrés d'interdiction qui pourraient nous amener 10% d'économie en plus. Si ça ne suffit pas, on arrive dans un contingentement. Le contingentement, il touche les grands consommateurs, donc ceux qui consomment plus de 100 000 kWh, qui seraient appelés à restreindre
leur consommation, par exemple de 10, 20 ou 30%. Ça pourrait nous amener 5 à 15% d'économies supplémentaires, mais ça veut dire que c'est déjà un dommage causé à notre économie, hein, qui doit se restreindre. Donc, des magasins qui doivent peut-être ouvrir moins fréquemment, le boulanger qui doit fermer un jour par semaine supplémentaire, etc. Et si ça ne suffit toujours pas, on arrive au délestage avec deux hypothèses, 30 ou 50%, c'est-à-dire, ce serait géré de la manière suivante, 4 heures de coupure, 8 heures de courant pour le délestage à 30%, et pour un délestage à 50%, c'est 4 heures de courant, 4 heures de coupure. Ce qu'il faut réaliser, c'est qu'en cas de délestage, il n'y a plus rien qui fonctionne. Il n'y a plus de train, il n'y a plus de téléphone mobile, il n'y a sans doute plus de réseau Internet, en tout cas très, très difficile d'avoir. Il y aura peut-être quelques heures par-ci, par-là, mais ça dépend justement de comment il est alimenté, parce qu'il peut y avoir des coupures justement à différents niveaux dans les relais. Il n'y a plus d'autoroutes, en tout cas plus où il y a les tunnels seront fermés. Enfin, c'est vraiment quelque chose, c'est pas une petite chose. Les réseaux d'eau, vous imaginez aussi, enfin, il y a toute l'économie sera très, très fortement impactée, d'où ces dommages qu'on a vus tout à l'heure. Donc, il faut se dire qu'en cas de délestage, l'économie fonctionne très peu et très, très au ralenti en tout cas. Alors, les ordonnances, bien sûr que tout ça, ça se règle au niveau de la Confédération par des ordonnances. Vous pouvez les consulter sur le site de la Confédération, les ordonnances australes. Il y a des ordonnances pour chacune des phases. Je vous laisse les découvrir cas échéant. Je crois que ce n'est pas la partie la plus intéressante, mais il faut savoir quelles existent et qu'elles sont prévues. Le gaz, là aussi, bien sûr qu'il y a l'aspect gaz. Il y a un processus similaire du côté du gaz, avec d'abord un appel à réduire la consommation, ensuite, et ça c'est différent par rapport à l'électricité, une commutation. Donc on passerait tous les chaudières ou les appareils qui peuvent fonctionner au mazout également sur le mazout, ça c'est déjà beaucoup fait, notamment à cause de la hausse des prix du gaz. Et c'est pour ça qu'au niveau du gaz, là on a des économies qui dépassent les 25%, surtout parce qu'il y a ce phénomène qui s'est passé où la plupart des industries qui le pouvaient ont déjà commuté sur le mazout plutôt que le gaz. Après, il y a à nouveau des restrictions et un contingentement. Donc là, pas de délestage, ce n'est pas très simple avec le gaz, voire même pas possible. Ça, c'est vraiment un contingentement. Alors, qu'est-ce qui doit être fait? Alors, bien sûr, les communes, les différents cantons vous ont contacté et ont certainement donné des instructions. Mais de manière générale, ce qui doit être fait, c'est imaginer comment fonctionner, donc les plans de continuité, c'est ce qu'on appelle, c'est se dire comment est-ce qu'on fonctionne dans un mode dégradé. Qu'est-ce qu'on doit absolument maintenir, qu'est-ce qu'on peut laisser de côté, quels sont les risques, enfin, toute cette analyse-là avec des tableaux des fois assez simples, hein, avec les activités, imaginer quelle activité consomme combien de kilowattheures et qu'est-ce que je dois absolument maintenir ou pas. En cas de contingentement, si vous êtes une entreprise ou une commune aussi, hein, qui a des grands bâtiments qui seraient aussi contingentés, enfin qui est grande consommatrice pour, par exemple, un collège ou Dieu sait quoi. Donc, c'est imaginer une station d'épuration, comment je fonctionne en mode dégradé. Ça, c'est quelque chose d'important. Les bonnes ou mauvaises idées, se poser des bonnes questions. Bah, typiquement, les mauvaises idées, enfin, ça semble être une bonne idée, le télétravail, mais vous imaginez bien que s'il y a des coupures encore à des moments différents entre là où est le serveur du travail et là où vous êtes chez vous, ça risque d'être compliqué. C'est peut-être plus d'avoir des jours chômés ou de concentrer certaines activités à certains moments, enfin, de réfléchir de manière différente. Mais enfin, il y a des réflexions à faire importantes. Il faut être préparé. Ce que j'aimerais vous faire réaliser, c'est que c'est vraiment un événement grave. Un délestage, c'est des choses qu'on doit préparer, que ce soit comme société, entreprise ou commune. Bien sûr, c'est l'occasion de traquer et de chercher tous les potentiels inexploités dont Nicolas a aussi parlé tout à l'heure. Donc, de mandater des spécialistes. Nous, c'est ce qu'on encourage en tout cas nos entreprises à faire pour baisser leur consommation et réfléchir vraiment à optimiser leur consommation d'énergie.
Là, vous voyez typiquement aussi une carte un peu de résilience. C'est de réfléchir à maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite, mais qu'est-ce qu'on peut aussi faire à moyen et long terme, parce qu'encore une fois, on est dans une crise qui va durer, en hiver en tout cas, et il ne faut pas se contenter de gérer cet hiver, mais il faut vraiment réfléchir à plus long terme et optimiser sa consommation d'énergie et se préparer sur le plus long terme. Les mesures de soutien, je vais y passer rapidement, parce que ça c'est l'exemple de la CEFA. On a mis à disposition des instruments que les grands consommateurs peuvent mettre sur leur compteur pour avoir un lien direct avec leur consommation en temps réel sur une application de leur smartphone. Ça permet de gérer un contingentement, voir si on est en phase par rapport à l'économie au moins 20% par exemple qu'on doit faire, hein, vu que c'est moins 20% par rapport à l'année précédente. Alors, il y a toute une série d'appareils qui sont proposés par vos distributeurs. Renseignez-vous auprès d'eux si jamais. On a aussi fait justement des subventions, nous, sur notre réseau, pour, je dirais, avoir accès à ce genre d'appareils ou avoir aussi accès à des audits énergétiques. Ceux qui veulent faire des audits énergétiques, on donne une subvention de 300 francs parce que c'est vraiment le bon moment, encore une fois, d'être plus efficient, plus sobre en matière de consommation d'énergie. Vous ferez des grandes économies et en plus, vous réduirez le risque de pénurie pour tous. On a fait aussi des séances de sensibilisation auprès de tous nos clients, évidemment en priorité les grands clients, mais aussi monsieur et madame tout le monde qui sont très intéressés et qui ont aussi pour saisir cette opportunité pour optimiser leur consommation. Alors, je termine, et pour moi, c'est le clin d'œil que je vous faisais au début de la présentation. La plupart des distributeurs d'énergie, comme la CEFA, ont été créés à la fin du 19e siècle, en pleine révolution industrielle. Nos aïeux ont été impressionnants. Si je prends l'exemple d'Aubonne, la commune d'Aubonne a investi un budget annuel, elle a encouragé les autres communes à investir un budget annuel pour construire un tram à l'amont Aubonne-Gimel, pour construire une usine électrique, une conduite forcée, l'usine que vous voyez là. C'était des centaines de personnes qui ont travaillé de la région de nuit, de jour. C'était des travaux mastodontes pendant 2 ans et demi. Ils ont mis 2 ans et demi pour réaliser tout ça. On n'arriverait pas à le faire en si peu de temps, nous, aujourd'hui. Mais ils se sont donné les moyens pour qu'on bénéficie aujourd'hui des infrastructures qu'on connaît. Et nous, je crois qu'on doit redevenir pionniers, notre génération en particulier, à bénéficier de tout ce qui a été fait par ces aïeux-là, mais aussi par l'après-guerre, tout ce qui a été construit pendant l'après-guerre, nos barrages notamment. Et puis maintenant, à nous d'investir massivement pour réaliser et mettre à disposition de notre génération et des générations futures les infrastructures nécessaires pour sortir de cette dépendance au nucléaire et aux fossiles. Alors, ce n'est pas une évolution, ce n'est pas une transition, c'est une véritable révolution que je nous encourage à faire. Alors, nous voulons de notre région aller vers une offre 100% locale et durable. C'est notre vision, avec toute une série d'axes stratégiques, notamment d'augmenter la production d'énergie renouvelable, de toutes les productions. Hein. Le bois, on veut fabriquer du pellet local, on veut mettre des éoliennes, on veut bien sûr développer le photovoltaïque, la géothermie, enfin, tous ces aspects-là. Vous voyez l'efficience aussi, des bus à hydrogène, enfin, de se tourner vraiment vers un monde 100% local et durable, mais ça nécessite des investissements. Et ces investissements, c'est maintenant. À terme, l'EMPA a encore sorti une étude qui montre que ça permettra d'économiser pour la génération future à l'horizon 2050 20% des coûts énergétiques, nous affranchira de ce marché international. Mais il faut investir maintenant. Donc, en conclusion, à court terme, s'informer, se préparer pour cette crise de cet hiver, mais pas seulement. Donc, il faut viser la résilience pour les hivers prochains. Et à moyen terme, encore une fois, développer toutes les énergies renouvelables, hivernales en particulier, que ce soit du solaire en façade, des chauffages à distance, l'éolien qui produit 2/3 en hiver, quand on en a besoin, l'efficience et la sobriété, comme évoqué tout à l'heure. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Laurent, pour cette présentation des mesures à prendre à court terme et à long terme aussi, mais en tout cas, de parler de la
de la révolution qu'on doit mener à tous les plans. Il y a quelques questions sur le plan austral. Considère qu'il est vieux et conçu comme une logique linéaire. Quelqu'un considère-t-il les effets systémiques des mesures, effets de seuil, effets domino? Est-ce qu'il y a des exemples dans ce sens? C'est Philippe Vallat qui posait cette question. Alors, c'est vrai que le plan austral, ben, peut-être certains d'entre vous m'ont entendu, je l'ai pas mal critiqué d'ailleurs. Je crois que les ordonnances ont pris beaucoup de temps à réagir. On est encore dans un monde où les GRD gèrent un peu cette pénurie comme si le reste n'existait pas, comme si ce n'était pas un problème de société. Aujourd'hui, tout est électrique. Donc oui, je crois qu'on doit se poser des questions. Je pense que le délestage, typiquement, est quelque chose qu'on doit absolument éviter. On doit trouver d'autres solutions. Là aussi, ça pousse vers les compteurs intelligents qu'on peut déclencher. C'est ce qu'ils ont prévu en France. Donc oui, c'est vrai que c'est un plan qui doit être complètement revu. Il y a une vingtaine d'années. Mais on a que cet outil aujourd'hui, mais ça fait partie des outils qui, j'espère, vont évoluer très rapidement. Il y a une question sur le fait, est-ce que ces réflexions se font-elles pas au détriment du climat? Qu'en penses-tu? Oui, moi, j'ai été surpris de la simplicité, de la rapidité avec laquelle on a trouvé une solution pour implanter cette usine de 300 mégawatts, gaz, kérosène ou mazout, où il faut un train par jour en carburant. Et puis, on s'est passé de toute étude environnementale, protection de l'air en particulier. Donc, je me dis qu'on aurait pu faire ça pour les éoliennes il y a quelque temps déjà et ça nous aurait épargné d'avoir une centrale à gaz au milieu de la Suisse. Donc, c'est sûr que oui, quand on est dans la situation d'urgence, on se tourne vers les énergies anciennes, plutôt vers le passé, est-ce qu'on maîtrise le mieux. Donc, c'est jamais bon d'être dans une situation d'urgence. Mais ça, c'est notre manque d'anticipation, le temps qu'on met à mettre en œuvre cette transition. Parce que justement, on se leurre en se disant « Ah, mais transition, j'ai tout le temps, en fait. » Et c'est pour ça que je nous invite à mettre en œuvre rapidement maintenant et à nous donner les moyens pour mettre en œuvre une véritable révolution énergétique. Moi, ce qui m'a fâché, mais c'est peut-être, voilà, c'est mes dadas. Ce qui m'a fâché, c'est qu'il y avait un projet de centrale à gaz à Chavalon, avec laquelle on peut être d'accord ou pas d'accord, mais qui avait pour but effectivement de combler les pointes, les manques, enfin, de donner une solution court terme pour les pointes d'énergie, à défaut d'autres solutions. Ce projet a été combattu par la Confédération, et puis maintenant qu'il y a urgence, on reprend un tel projet, mais il est évidemment développé en Suisse allemande, et c'est chaque fois la même rengaine. Et là, il y a un manque de vision, il me semble, et puis finalement, un manque de respect de la Suisse romande également. Mais voilà, c'est un point de vue. Je vais encore pour les autres questions concernant le pompage-turbinage. Ouais. Ben oui, bien évidemment, il faut les développer. Mais là aussi, on sait la durée de ces procédures. Nous, on a un projet éolien, on est bientôt depuis 20 ans dessus. La géothermie aussi. Donc, c'est sûr que là aussi, les procédures doivent être accélérées. Les centrales combinées, bien sûr, c'est une des solutions. Et même, on devrait interdire la combustion. Oui, c'est ça. Brûler du gaz est une aberration. Faire de l'électricité et chaleur serait déjà bien mieux. Et puis, pour ce qui est des moyens techniques de réaliser les SH 4 heures ou 8 heures, techniquement, c'est faisable. C'est toujours facile de couper. Ça risque d'être plus problématique de réenclencher avec les appels de puissance. Ça, je dois dire qu'on est tous un peu plus craintifs là. Et là, il y a des risques. Il y a aussi des risques par rapport aux appareils qui risquent chez vous, chez nous, dans les entreprises, mais aussi nos installations ne sont pas faites pour être enclenchées, enfin déclenchées et réenclenchées. Donc oui, il y a des risques et c'est ce qui nous fait souci. Nous, on envisage, pour être clair, on sera en 12 heures de service, 12 heures de repos et sans doute que les collaborateurs dormiront sur site parce que on ne sait pas justement comment fonctionneront les transports. Donc, en cas de délestage, c'est vraiment une crise majeure avec quasiment, pour nous, distributeurs d'énergie, une situation quasi guillemets, militaire ou de mobilisation où on sera mobilisé pour faire en sorte que ça fonctionne le mieux possible. Mais ce n'est pas une situation effectivement qui sera toute simple.
Peut-être si on peut juste prendre une question, parce qu'il y a une autre personne qui souhaitait aussi la poser, c'est de Carole Morizot. Et le solaire alpin, qu'en pensez-vous de gigantesques centrales dans les milieux vierges? Alors, il y a plusieurs questions. Il y a la question énergétique. Alors, c'est sûr qu'au niveau énergétique, ben, si on veut produire du solaire, il faut le produire plutôt en montagne, parce qu'avec la réverbération, il y a plus de production, ou en façade. Alors, de nouveau, moi, je trouve en milieu vierge, je n'y suis pas favorable. Je pense qu'on devrait déjà le mettre. Si on doit le mettre quelque part, c'est où c'est déjà bien défiguré, où il y a des stations de ski pas super jolies. Là, je pense qu'on peut en mettre un petit peu. On devrait surtout en mettre aussi en pleine, en façade, et encourager fortement tout ce qui est production solaire hivernale. Après, bah, c'est un choix parce que on a vu, il y a des questions, et on trouve aberrant d'avoir recours à des centrales à gaz qui ont des enjeux pour le climat. Et puis, on ne veut pas non plus de dommages sur le paysage. Et je crois qu'on doit faire des choix. On ne veut pas d'éolien parce que c'est pas joli. En fait, on veut rien. Si on est honnête, je vous assure que d'être dans le domaine, des fois, c'est super décourageant. Parce que quoi qu'on fasse, de la géothermie à l'éolien, en passant par le solaire, il y a toujours des gens qui trouvent quelque chose à dire. Donc aujourd'hui, je pense qu'on aurait beaucoup de peine à construire le barrage du Gruyère, hein. On a noyé un village. Au Grison, on a noyé plusieurs villages aussi pour les barrages. Il faut se rappeler, quand on parle de mais il n'y a qu'à faire l'hydraulique, c'est super, c'est génial. On voit aussi que même il y a beaucoup de résistance pour les. Donc on ne veut rien. Puis aujourd'hui, ce qu'on est en train d'importer, c'est du gaz de schiste américain au niveau européen qui est, j'ai encore vu les chiffres cette semaine, 3 à 6 fois plus polluant. Ça revient quasiment à de la lignite, hein. C'est comme si on brûlait de la lignite. Donc, je crois qu'il faut le savoir. Faut pas donc, on doit faire des choix. Et puis, le vrai choix, Nicolas le disait tout à l'heure, c'est la sobriété. Donc, mais on ne peut pas vouloir consommer, que ce soit propre et que les distributeurs se débrouillent. On doit être responsable. Et moi, j'apprécie le fait qu'on doive nous faire face. Donc, bah, c'est très bien que ce ne soit pas joli et que ça nous embête. Bah, ça nous met face à nos réalités, mais on ne peut pas juste importer en fermant un peu les yeux. Donc oui, c'est pas joli, oui, c'est embêtant, mais alors qu'est-ce qu'on fait?